Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le lundi 8 avril 2024 et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors, Après un petit séjour au Japon, pour tout vous dire, hein, j'étais au Japon, oui. puis là, je suis revenu maintenant. Oui, C'était pour tester la récession, enfin la déflation, mais qui redémarre quand même. Le Japon, il y a une dynamique assez incroyable. une Bon, peut-être dynamique ce sera un qu'on autre peut sujet, faudra voir qu'on en d'ailleurs. parle dans un sujet. Qu'on peut voir d'ailleurs sur les marchés japonais, puisqu'ils sont au plus haut historique aussi pour C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour le vrai. Mais bon, Nikkei. juste pour la question qu'on me pose souvent, parce que c'est vrai qu'il y a eu la dette publique française qui est sortie il y a 10 jours aussi, donc qui a atteint un nouveau record historique. On me dit oui, mais au Japon, il y a 250% de dette publique par rapport au PIB. Juste trois éléments importants, c'est qu'au Japon, 98% de la dette publique est détenue par des Japonais, alors que nous, chez 52% qui est détenue par des étrangers en France. Donc évidemment, ça pose problème pour notre dette publique. Deux, ils ont un excédent de la balance courante structurelle, alors que nous, on est en déficit structurel. Et puis surtout, le coût de la dette. Le coût de la dette, la charge d'intérêt de la dette au Japon, c'est à peu près 0,3 points de PIB par an, alors que nous, c'est 2% de notre PIB. Donc le coût Oui, n'est pas tout à fait le même. Donc voilà, considérable. c'est pour Mm. relativiser et pour dire que malheureusement en France, on l'a vu, on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a une dette publique qui explose et donc Mm. avec des déficits qui ont dépassé je dirais les anticipations du gouvernement. C'est vrai qu'on l'avait annoncé ici même, je l'avais dit, attention, ça va être un chiffre assez bien plus mauvais que prévu. Et voilà, c'est ce qui s'est produit et malheureusement, ça va continuer. Donc on aura le temps d'en reparler, mais prudence justement sur la dette publique, sur les taux d'intérêt des obligations d'État. Oui, oui, effectivement. Alors, on a aussi quand même des bonnes nouvelles aussi. On va y revenir cette semaine sur la croissance européenne qui repart, la croissance mondiale et américaine aussi, avec les PMI qui sont ressortis la semaine dernière. Ensuite, on va parler d'inflation, comme toutes les semaines un petit peu, puisque cette semaine, ça sera les publications des indices d'inflation aux États-Unis, un chiffre très attendu. Et puis, on va terminer par les marchés, comme d'habitude, marchés boursiers, qui ont connu une semaine un petit peu douloureuse, une prise de bénéfices, mais en tout cas, plus mauvaise semaine à Wall Street depuis le début de l'année. Alors, Marc, on va commencer par la croissance. La croissance qui, alors bonne nouvelle quand même, il faut le dire, qui repart dans le monde. Ah oui, ça va du bien. C'est vrai que c'est enfin des bonnes nouvelles. J'ai envie de dire des vraies bonnes nouvelles, parce que ça, c'est vrai qu'on a l'indicateur des directeurs d'achat. Donc, ça fait déjà 3 mois que ça dure et ça se confirme. Donc, cet indicateur des directeurs d'achat au niveau mondial, tout secteur confondu, donc a encore augmenté à 52,3. Donc, c'est un plus haut depuis juin 2023. Donc, c'est quand même un bon signe. Ça montre que la croissance mondiale, après un petit trou d'air fin d'année dernière, fin d'année 2023, pourrait revenir vers 3, voire 3,5% temporairement. Je reste quand même sur une croissance moyenne cette année entre 2,5 et 3%, parce que c'est vrai qu'on commence l'année un petit peu difficilement, mais néanmoins, là, c'est en train de s'améliorer, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, dans le détail des chiffres, malheureusement, il y a toujours une distinction. On a toujours l'Inde qui est devant tout le monde, une croissance très forte en Inde, qui est donc devenue la nouvelle locomotive de la croissance mondiale. La Chine, les États-Unis résistent bien, mais c'est pour la Chine, autour des 4,5-5% de croissance, alors que l'Inde, c'est plutôt 8 à 10% de croissance. C'est quand même assez, l'écart est assez important. Les Américains se maintiennent autour des 3% de croissance. Et puis, c'est vrai, autre bonne nouvelle, ça faisait des mois que ça ne nous était pas arrivé, plus d'un an quasiment que ça ne nous était pas arrivé. L'indicateur des directeurs d'achat, donc dans la zone euro, est repassé en zone de croissance au-dessus de la barre des 50, 50,3. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que la zone euro évite la récession. Et ça, c'est bien sûr lié au fait que finalement, on a une bonne résilience, notamment des pays tels que l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, même l'Italie également est en train de redémarrer. Donc, on voit des pays qui finalement s'en sortent bien. Mais malheureusement, il y a toujours les parents pauvres de la croissance, à savoir l'Allemagne et la France. Et donc, on reste malheureusement en zone de récession, que ce soit en Allemagne et en France selon les indicateurs des directeurs d'achat. Et alors, le pays qui décroche le mois dernier, je dirais, la cuillère de bois, comme on dit, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle en termes de perspective économique, c'est le Canada. C'est au Canada où il y a la plus grosse récession pour l'instant, là où l'activité baisse le plus
selon les directeurs d'achat. Mais donc, sinon, il y a ce trio un petit peu dramatique, entre guillemets, donc Allemagne, France et Canada. Donc, nous sommes les lanternes rouges de l'activité mondiale pour le moment. Donc, c'est vrai Mm. que malheureusement, c'est un petit peu douloureux. Donc, nous ne sommes pas sortis de la récession encore en Allemagne, en France, du moins de la zone de récession, même si les chiffres du PIB montrent une petite croissance en France, on reste néanmoins sur une zone de baisse de l'activité selon les directeurs d'achat. Oui, et effectivement, c'est plutôt en global, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que localement, pour nous en France, c'est plutôt on a du mal vraiment à s'en sortir. Alors maintenant, l'inflation, c'est vrai que l'inflation stagne, on peut le dire, hein, stagne aux États-Unis. Cette semaine, on aura l'indice des prix à la consommation. On attend donc, selon les estimations, 3,3 ou 3,4%, une légère remontée, hein, puisqu'on était à 3,2 mois dernier. Mais c'est pas non plus très, 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 très grave, hein, cette petite remontée. Mm. Alors, c'est pas très grave, mais il faut quand même pas oublier que les prix ont très fortement augmenté hein, Mm. ces dernières années. Hein. Donc, depuis 2021, on a une augmentation de l'ordre de 15 à 20% selon les pays, notamment aux États-Unis, dans la zone euro également. Donc, c'est quand même des chiffres assez forts. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que l'inflation baisse, mais les prix ne baissent pas. Donc, je rappelle que justement, cette question, ça paraît un petit peu paradoxal. On dit oui, mais comment c'est possible que l'inflation baisse et pas les prix? Parce qu'en fait, l'inflation se mesure un glissement annuel. Donc, on regarde le prix, les niveaux du prix de mars, par exemple, 2024, par rapport à mars 2023. Donc, si en mars 2024, les prix augmentent un peu moins qu'en mars 2023, ben, le glissement annuel, il baisse. Mm. Mais les prix continuent d'augmenter. On a eu ce phénomène, notamment dans la zone euro. En France, par exemple, l'inflation, elle baisse à 2,3%, mais les prix continuent d'augmenter. On est à quasiment 16% de hausse depuis 2021 en France. Donc, c'est quand même pas rien. Et pour le cas américain, là, c'est encore pire, puisque même le glissement annuel, il arrête de baisser. On avait déjà vu ça le mois dernier, et là, a priori, on va avoir une inflation qui va repartir un petit peu à la hausse. Donc on était à 3,2, on sera autour, moi, selon moi, on sera à 3,3, mais le consensus voit 3,4%. Bon, ça veut dire que l'inflation également est en train de remonter un petit peu. Donc tout ça pour dire que les banques centrales, notamment la Réserve fédérale, ne vont pas pouvoir baisser très fortement leur taux d'intérêt. Il ne faut pas Ouais. être trop, je dirais, joyeux sur cette baisse des taux d'intérêt parce que l'inflation reste élevée. On a eu la semaine dernière également les chiffres de l'emploi américain qui restent très bons, donc il y a une bonne dynamique aux États-Unis, un bon marché du travail, des salaires qui augmentent de plus de 4% par an, c'est quand même pas rien. Et donc la Réserve fédérale ne pourra pas faire des miracles. Donc soyons prudents sur ça, elle va baisser les taux d'intérêt, certes, mais peut-être une à deux fois. Alors c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent dans nos podcasts réguliers depuis quelques mois, on l'avait annoncé, donc c'est en train de se produire. Mais comme malheureusement, pour l'instant, tous les investisseurs n'écoutent pas eToro, mais ça va venir évidemment au niveau mondial, ils n'ont pas anticipé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc attention, les marchés peuvent être de ce point de vue-là un petit peu plus timorés, un petit peu plus prudents. Il y a la réunion de la Banque centrale européenne cette semaine également très importante, mais attention, là aussi la BCE, elle ne pourra pas baisser très fortement les taux d'intérêt. Je vous rappelle les taux, hein, on est à 4,50 dans la zone euro, 5,50 sur le taux donc monétaire aux États-Unis. Donc il y a toujours un écart de taux d'intérêt à l'avantage du dollar. Donc les taux d'intérêt vont un petit peu baisser également chez nous, mais peut-être deux fois, on sera peut-être à 4% d'ici l'automne prochain. Et attention, très important, on en reparlera bien sûr, à partir du mois de mai-juin, l'inflation dans la zone euro va repartir à la hausse. Comme Mm. un petit peu aux États-Unis, c'est-à-dire nous on a toujours un petit peu de retard, mais via des effets de base, eh bien l'inflation, le glissement annuel des prix à la consommation va repartir à la hausse à partir du mois de mai-juin. Donc là Donc aussi, la justement, BCE, elle va être bloquée, elle ne pourra pas baisser fortement les taux d'intérêt. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête parce que beaucoup, ils se disent, oui, bon, les taux d'intérêt vont fortement baisser. Attention, ça ne sera pas le cas. Donc ni les taux monétaires, ni d'ailleurs les taux d'intérêt obligataires. donc justement, il y a peut-être une toute petite fenêtre de tir pour la BCE de baisser ses taux au mois de juin, puisque là, donc cette semaine, hein, jeudi, on aura la réunion de politique monétaire de la BCE, hein, qui ne va pas baisser ses taux, hein, ça c'est quasi acquis. Mais si l'inflation remonte à partir de mai-juin, finalement, il n'y a que cette petite fenêtre de tir pour la BCE pour baisser ses taux au mois de juin. Hein. Tout à fait, je pense qu'elle le fera au mois de juin, Voilà. c'est probable, mais encore une fois, le problème c'est que comme cette inflation est en train de redémarrer, et puis surtout, quand on regarde les chiffres, les indicateurs avancés de l'inflation, notamment les prix du pétrole,
notamment les indices CRB de toutes les matières premières confondues dans le monde, ça repart à la hausse. Et c'est là où tout à l'heure, la première bonne nouvelle de la croissance mondiale qui redémarre, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'inflation. Parce que comme la croissance mondiale redémarre, c'est-à-dire que la demande de matières premières augmente, et si la demande de matières premières augmente, mécaniquement, il y a une inflation des matières premières tout d'abord qui augmente, et après, il y a des effets induits avec un certain décalage sur l'ensemble des prix. D'abord les prix à la production, et on aura d'ailleurs également cette semaine aux États-Unis les prix à la production qui vont un petit peu Mhm. augmenter, à surveiller. Et donc si les prix à la production repartent à la hausse, ça veut dire que les prix à la consommation vont également augmenter. Et comme je l'évoquais, le pétrole, les matières premières sont en train de repartir un petit peu donc sur une tendance haussière. Donc là aussi, soyons prudents, l'inflation va rester élevée. Et en plus, pour nous, dans la zone euro, si la BCE va trop vite sur la baisse des taux d'intérêt, l'euro va baisser. Et si l'euro baisse, il a un petit peu baissé d'ailleurs depuis quelques semaines, quelques jours, si l'euro baisse, bien ça fait une augmentation des prix des produits importés. Ça fait donc Mhm. augmenter l'inflation importée, donc ça fait augmenter l'inflation globale. Donc encore une fois, on voit bien que on marche sur des œufs sur l'inflation. L'inflation, elle est toujours là, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle est Alors toujours là, justement, en train de résister. Justement, des membres de la Fed la semaine dernière nous ont d'ailleurs avertis, hein, plusieurs membres nous ont expliqué qu'une baisse de taux n'était pas du tout acquise aux États-Unis. D'ailleurs, ça a été le catalyseur, hein, pour une baisse un repli des marchés, hein. Jeudi, les marchés étaient en hausse à Wall Street, on était en hausse de plus de 1%, et tout d'un coup, on a perdu 2,5% à peu près en ligne droite, avec des déclarations de membres de la Fed, donc qui nous expliquent qu'une baisse de taux n'est pas du tout acquise. Et ça a constitué le début d'une petite correction, on va dire, hein, une petite correction prise de bénéfices sur les marchés américains. En France et en Europe, on a suivi aussi. Le CAC 40 a signé sa plus mauvaise semaine, hein, de l'année, avec une baisse de quasiment 2%, 1,7%. Donc, c'est pas non plus catastrophique, bien évidemment, mais on commence à avoir donc une prise de bénéfices sur les marchés. D'ailleurs, que la saisonnalité ne va plus être très bonne pour les marchés financiers. Non, c'est sûr. Et puis, bon, n'oublions pas également qu'on avait cette flambée assez exubérante Oui. depuis plusieurs mois. Alors, c'est vrai que on nous dit non, mais c'est normal, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok, certes, mais les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, ce qu'il faut bien être prévenu, j'ai envie de dire, hein, c'est que on va avoir une violence, une très forte volatilité des phases de baisse comme de hausse. D'ailleurs, ça peut remonter très fortement sur une bonne nouvelle, entre guillemets. Mais néanmoins, il faut se préparer à une très forte volatilité. Donc, les phases de baisse seront très violentes. Ça, il faut le savoir, hein. C'est comme des orages, hein, pendant le printemps ou l'été quand il a fait très chaud. Et bien ensuite, on a effectivement des orages. Là, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et puis, ne l'oublions pas, pour l'instant, on n'a vu que des bons résultats, plus ou moins. Mais là, on a ce qu'on appelle l'effet de ciseaux, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires a baissé un petit peu, alors que les coûts ont augmenté, donc c'est-à-dire moins de bénéfices, et donc les résultats des entreprises seront moins bons, hein, dans les prochains mois. Alors après, il y a un autre problème très important qu'on va surveiller dans les prochaines semaines, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la dette publique française. Et donc la notation de la dette publique française, on sait que Fitch et Moody's se réunissent le 26 avril, normalement ils vont sortir leur rapport, Standard Poor's c'est le 31 mai, ça pourrait être fait après ou avant, mais c'est sûr que normalement la note de la France devrait être dégradée. Alors c'est vrai qu'ils vont peut-être attendre les anges de notation en se disant, bon, on n'est pas à quelques mois près, peut-être on va attendre les Jeux Olympiques, etc. Mais normalement, ils devraient le faire. Et là, ça peut générer une tension très forte sur les taux d'intérêt obligataires. Et là, les marchés boursiers aussi ne sont pas préparés à cela. Vous, ceux qui nous écoutent, hein, vous êtes préparés à cela parce qu'on vous prévient, mais beaucoup n'y croient pas. Ils se disent non, mais tout va aller bien, il n'y aura pas de problème. Donc la dette de la France, c'est pas grave, les fixes, c'est pas grave. Si, ça commence à devenir grave, hein. Je rappelle que là, chaque année, on dépense plus de 50 milliards d'euros juste pour payer les intérêts de la dette en France. Et bientôt, ce sera 75 milliards. Donc, ça veut dire que si on dégrade la note de la France, et on le mérite malheureusement, il faut être honnête, alors à ce moment-là, il peut se produire une sorte de contamination, entre guillemets, à l'ensemble des dettes publiques de la zone euro, même si beaucoup de pays, d'ailleurs quasiment tous les pays de la zone euro, ont fait beaucoup mieux que la France en termes de réduction de leur déficit. Hein, en 2023, la France est le seul grand pays de la zone euro où son déficit public a augmenté. Ça, il faut le savoir, dans de proportions assez dramatiques, hein. On est passé de 4,8 à 5,5, alors qu'il n'y a pas eu de corona, vous voyez, on n'a pas eu de problème. Normalement, tout devait aller
allait bien. Eh bien non, on a continué d'augmenter. Ça, c'est très dangereux parce que le ministre de l'économie avait promis aux agences de notation qu'on allait réduire ce déficit. Et ça n'a pas évidemment été le cas. Et donc ça peut être le signe noir, comme on dit, c'est-à-dire l'élément que n'attendent pas les marchés et qui pourrait être un catalyseur de la baisse. Donc, soyons quand même prudents. Il peut avoir, alors ça remontera ensuite, ça c'est sûr, mais je pense qu'on peut avoir un printemps, voire un printemps-été difficile sur les marchés boursiers. Donc, il faudra rester extrêmement prudent. Justement, pour terminer, cette semaine, ça va être le coup d'envoi des publications de résultats d'entreprise avec les banques américaines, hein, Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, qui vont publier vendredi. Donc, ça sera très intéressant de suivre, bien évidemment, ces publications et on y reviendra dans les prochains podcasts. Euh, Avec plaisir. Et puis surtout sur le système bancaire, bon, aux États-Unis, bon, on ne sait jamais parce qu'il y a toujours des dangers quand même, mais dans la zone euro, on sait très bien qu'il y a pas mal de cadavres dans les placards, il y a beaucoup de tensions. Alors pour l'instant, les banques s'en sortent parce que leurs dépôts sont bien rémunérés par la BCE, d'ailleurs, qui l'année dernière, elle a fait une perte, la BCE, la Banque centrale européenne, comme d'ailleurs beaucoup de banques centrales dans le monde, mais c'est quand même assez notable. Tout ça parce qu'évidemment, elle rémunère les taux d'intérêt donc monétaires élevés, ils sont plus élevés que les taux longs, mais les taux longs ont augmenté, donc les cours des obligations ont baissé. Donc ça veut dire qu'il y a une moins-value sur les obligations détenues par la BCE. C'est également le cas pour les banques. Donc les banques américaines, ça devrait aller encore, mais les banques européennes, attention, notamment en Italie, il y a peut-être des petits problèmes de créances douteuses, va-t-on dire. Et là, encore une fois, le marché ne l'a pas vu. Donc voilà, pas de panique, mais c'est vrai qu'il faut se préparer à un printemps d'extrême volatilité sur les marchés boursiers. bon, merci Mais Marc. on en reparlera, bien sûr, Oui, on aura le temps d'en reparler on en d'ici là. reparlera, On bien sera là avec évidemment. vous pour vous aider. Oui. On en reparlera bien évidemment dans nos podcasts. Merci Marc Avec pour plaisir. C'est à l'éclairage et toi. puis merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker ou à suivre la chaîne YouTube eToro France. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne À dans soirée. 15 jours.